bienvenue dans cette nouvelle chronique Duel Geek. Alors, je vais vous présenter les quelques achats que j'ai pu faire avant Noël, et du manga uniquement, puisque les grosses sorties Panini et autres seront plutôt l'année prochaine. Donc, voilà. Et surtout avec les big news dont on entend beaucoup parler, dont on a parlé avec Deviant, voilà, beaucoup de personnes en ont parlé, Mister No, on a parlé également lors du live avec Camille. Comics du prof, on a parlé également, donc je vous invite à voir ces vidéos pour avoir les aperçus sur toutes ces sorties Big News. Moi, au niveau des achats, donc, ce que j'ai pris, c'est que j'ai continué la Perfect de Baki. J'ai pas pris tous les tomes qui sont sortis, parce que 4 tomes d'un coup, ça fait un peu mal. Donc voilà, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Alors je trouve ces couvertures toujours aussi excellentes, elles sont vraiment très très belles. L'objet en lui-même est vraiment beau. Les dessins c'est Baki, hein. Je pense que je vais vous montrer quelques pages en couleur, puisque chaque Perfect a quelques pages en couleur, pas énormément, mais quelques-unes qui permettent de voir un petit peu. Donc, voilà. On a peut-être la partie de Baki la plus over the top, la plus mystique, celle qui peut faire réfléchir, quand bien même l'auteur dézingue vraiment la réflexion que peut avoir Baki à un moment donné par rapport à ce qu'il a fait, etc. C'est un peu dommage, mais voilà, ça reste un manga de baston, somme toute assez classique, mais très efficace. Et puis on a ce personnage qui arrive, Kaoru Hanamaya, qui vraiment est un personnage très charismatique. En tout cas, la série, etc., et puis vu ce qu'il peut faire, etc., c'est bon. Là aussi, c'est l'auteur joue de toute manière avec l'anatomie, avec ce qui est possible ou pas. Voilà, il fait des trucs assez incroyables. Mais voilà, donc c'est un manga vraiment presque brainless, où on y va, on prend du plaisir et puis ça suffit, quoi. On y va. En plus sur cette édition, ça se lit très facilement. Voilà, donc il y a un certain nombre de tomes, voire un nombre de tomes certain qui est prévu. Mais là vraiment c'est vraiment très qualitatif en termes de jaquette. Par contre, derrière la jaquette, bon, il n'y a rien de spécial. Mais voilà, ça reste très très bon pour ce que c'est. Vous attendez pas un Simon, à quelque chose où on réfléchit beaucoup, mais voilà. Mais ça fait le taf. Le seul regret, c'est qu'effectivement, 4 par 4, faut étaler, parce que sinon c'est juste pas possible, parce que voilà. En plus, en parallèle avec Karakuri Circus, qui sont pour moi les deux grosses sorties nouveautés de chez Meian, sous ce format, c'est compliqué. C'est très très compliqué. On enchaîne tout de suite avec la première review. Alors, pour cette chronique, il n'y aura pas énormément de reviews, parce que vous avez vu voir dans ma vidéo sur Mapal, voilà, j'ai quand même quelques petites choses à lire. Voilà, donc j'ai lu quelques ouvrages que j'avais déjà présentés. Et on va commencer tout de suite avec le manga et on finira avec le comics. Et c'est un comics qui est pas mal. Donc on commence tout de suite avec le Tigre des Neiges d'Akiko Higashimura. De quoi ça parle? Le Tigre des Neiges aux éditions Les Uns Noirs, c'est le fauve des jeunes adultes en 2020. Donc en fait, si Keishin Uzuegi, voilà, qui est un célèbre seigneur de guerre qui a vécu pendant l'époque Son Goku au XVIIe siècle, était en fait une femme. Voilà, le manga repose sur cette hypothèse qui est corroborée par plusieurs faits que l'auteur va nous présenter, où effectivement il semblerait que cette personne ait été une femme à une époque où le rôle des femmes était assez limité. Elle pouvait avoir un château néanmoins. Après ça a été impossible. Après historiquement les hommes ont fait en sorte qu'elles ne puissent plus diriger de château, mais en tout cas en tant que seigneur de guerre, c'était assez inédit. Donc voilà, donc on va nous raconter l'histoire de ce personnage Kenshin, qui s'appelle pas Kenshin au démarrage. D'ailleurs c'est assez marrant de voir qu'à chaque période
de la vie, en fait, elle va avoir un nouveau nom. Donc Taro, Mototaro, enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui évoluent, ce qui fait que ça rend la lecture assez dense. En plus, toute une culture du Japon que moi je ne connais pas sur cette période, avec les daimyo, etc. Puis les usuegi, qui est justement un grade par rapport à certaines choses. Alors l'auteur fait vraiment le taf, sachant qu'elle-même le dit dans son ouvrage, elle n'y connaissait rien. Voilà, donc ouais, d'ailleurs, à un moment donné, au début du manga, il y a tout un rappel historique. On voit l'auteur ici, l'autrice, qui nous dit si vous voulez regarder l'histoire, partie haut, sinon partie du bas, et elle explique pourquoi, comment. Voilà. Donc on a séparé en deux, où c'est un truc un peu chill et un truc un peu historique. C'est assez rigolo dans la forme. Et je trouve en plus intéressant dans les deux cas, donc plutôt pas mal. Et donc on a des planches en couleur. On a un style graphique qui est quand même très plaisant. Je vais vous remettre une petite planche. Et donc ce personnage de Kenshin, je vais l'appeler Kenshin pour simplifier. Donc en fait, sa mère a une vision comme quoi Bishamon, qui est le seigneur de la guerre, va se réincarner dans son enfance, sauf que c'est une fille. Et son père, qui voulait un garçon parce que son aîné est tout sauf un général, au contraire, il a plutôt une âme de poète qu'une âme de général, espérait beaucoup. Et donc son père, qui est donc le seigneur, qui s'appelle donc Tamekage Nagao, va décider en fait de l'élever comme un garçon. Donc fini les fleurs, c'est le sabre, stratégie militaire, etc. Donc il va faire en sorte d'élever son troisième enfant en tant que guerrier. Donc ça peut paraître assez classique dans la forme, parce qu'on a, pour ma génération, on a entendu parler de Lady Oscar. Donc effectivement, ce principe, et puis on se retrouve aussi ce principe dans plusieurs ouvrages littéraires où effectivement l'enfant, la fille, se fait passer pour un garçon afin d'être dans la hiérarchie militaire, de faire des choses, etc. Donc on a toute son enfance, donc on commence, vous attendez pas à la fin de ce premier tome, c'est que le premier tome, à voir Kenshin en général. Au contraire, ça va se faire de manière progressive, et avec toutes les étapes successives de sa vie, et tout ce qu'elle va pouvoir apprendre au fur et à mesure. Donc là, au cours de ce premier tome, c'est vraiment, vous cherchez pas de l'action, il n'y a pas d'action, c'est plutôt du manga historique, je crois que c'est défini comme tel, et qui va évoluer au fur et à mesure pour suivre le parcours. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de tomes qui sont sortis actuellement, et ça se lit très très bien. C'est un point de vue, alors évidemment, l'autrice le dit elle-même, au niveau des personnages, elle les a un peu modifiés. Vous doutez bien que les différents personnages sont un peu modifiés pour rentrer plus dans le style d'un manga qui pourrait être suivi par tout le monde. Donc voilà, on n'a pas les représentations telles que... D'ailleurs, il y a plusieurs représentations historiques qui sont montrées. On n'a pas ces personnages très imposants, très barbus, etc. D'ailleurs, ça n'est qu'une image de ce qu'ils pouvaient être et pas une photographie, donc on n'est jamais sûr d'exactement de leur physique. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai découvert ce tome à la médiathèque. J'en avais pas trop entendu parler, et je dois dire que c'est une bonne surprise pour ma part. Vraiment quelque chose. En plus, c'est une période, le XVIe siècle, au Japon, que je connais absolument pas, même s'il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour. Hein. L'autrice parle à un moment donné d'un jeu vidéo, que je crois que je l'avais fait aussi. J'étais pas très fort à ce jeu. Mais voilà, où effectivement, c'est l'unification du Japon, comment ça se passe, Nobunaga, etc. Donc c'est assez intéressant, et c'est peut-être une porte d'entrée pour connaître un peu mieux l'histoire du Japon, et pour expliquer un petit peu toute cette période assez faste, et en termes historiques, et aussi assez faste en termes d'œuvres littéraires qui ont suivi. On passe maintenant à la seconde review, la review comics. Alors pour cette revue comics, j'ai décidé de parler d'un titre que j'ai lu depuis longtemps, que j'ai gagné, qui faisait partie d'un lot que j'ai gagné. Il s'agit de Snake Eyes.
That Game par Rob Liefeld aux éditions Vestron. Comment dire? On va déjà commencer par les crédits pour vous donner un petit peu le... Voilà. Donc ici vous avez Rob Liefeld qui a pitché l'histoire, qui la dessine. On a Chad Bowers qui va aider pour les dialogues. Et puis après on a tous ces encreurs invités. Autant vous dire que ça sent pas très bon. Quand on a autant d'encreurs, c'est qu'il y a un problème. Même si ce sont des invités, etc., déjà, il y a quelque chose. Généralement, quand on fait intervenir autant d'encreurs, c'est qu'on est en retard, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se passent, etc. Bon, bref, peu importe. Alors, le personnage de Snake Eyes, donc de G.I. Joe, la licence G.I. Joe, je le connais pas, ou très très peu. Je savais juste qu'effectivement, il ne parlait pas, parce qu'il a subi un accident. Voilà. Donc on va rentrer dans une histoire à la fois de combat d'immortels, de mysticisme, plus de choses un peu réalistes dans l'esprit G.I. Joe contre Cobra, etc. Et donc Snake Eyes va être contacté parce qu'effectivement il va apprendre qu'une espèce de rite sacré va être fait et pour jouer au jeu de la mort. Et donc il va être mis en face d'un seigneur qui s'appelle Kirigoun. Kirigoun, hop, que je vais vous montrer. Voilà. Kirigoun, qui... là on retrouve d'ailleurs un petit peu le même principe que la main avec les tous ceux qui se sacrifient pour redonner vie, ressusciter une personne. Voilà. Et donc il veut récupérer son épée, et continuer son jeu de la mort contre les immortels, puisqu'au début il se bat, je vous donne en mille, contre Thor. Voilà, rien que ça. Donc on a des combats, on a des, comme à son habitude, hein, des tailles de personnages assez bizarres de la part de Rob Liefeld, comme c'est habituel, et un style très particulier, porté vers l'action, mais avec énormément de dialogue. Je trouve qu'il y a beaucoup de dialogue. Je vous laisse voir ces planches où il y a beaucoup de bulles de pensée un peu partout. Ça fourmille de bulles de pensée. Selon un personnage, deux personnages. Ça rend le tout assez indigeste, surtout que le personnage principal ne parle pas et qu'on n'a rarement ces bulles de pensée. Ce qui fait qu'on a toujours le point de vue d'une autre personne sur tout ça, et les dialogues, bien sûr, c'est pas Shakespeare, ça va pas très haut. Voilà. Bon, donc l'histoire se poursuit. Il va donc à la fois poursuivre Kirigoun, retrouver son ancien mentor, retrouver son rival et ami. Je vais vous montrer Storm Shadows. On voit une belle planche. Storm Shadow qui est d'ailleurs assez troublant parce qu'en fait on a l'impression qu'il nous regarde, je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Donc ces comics est très étrange. Je l'ai lu, alors c'est un tome assez fat, il y a 6 épisodes, 144 pages, il y a pas mal de choses qui se passent, mais au final on a l'impression que c'est très bizarre parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses, mais on n'a pas l'impression que ça va très loin, et puis on a toujours des compositions de planches un peu bizarres, ces positions qui sont typiques de Rob Liefeld. Je sais pas, quel personnage peut se mettre dans ce type de position, je sais pas. Donc voilà, donc ça reprend pas mal du lore de Snake Eyes. Alors ceux qui apprécient le personnage retrouveront sûrement des choses. Ceux qui ne le connaissent pas découvriront un petit peu son lore, mais de manière très succincte. Il n'y a pas vraiment de flashback à part le combat entre Thor et Kirigoun, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé un petit peu plus de flashbacks sur Snake Eyes justement pour voir son maître, pour voir son apprentissage, pour voir comment il a rencontré Olympia, etc. Ça n'est pas montré. Ça n'est pas montré, donc on est sur quelque chose qui finalement aurait pu être très bien, mais reste très superficiel. Parce que l'action prime sur le développement des personnages, sur leur réflexion, sur tout ça. C'est assez étrange. Et puis après on a... alors Snake Eyes n'arrête pas de changer de costume, il a du noir, du rouge. Après voilà, il y a quelque chose, hein, c'est du Rob Liefeld, donc on sait à quoi s'attendre. Mais ça pourrait être du Deadpool, mais sans l'humour en fait.
Donc, vous voyez, si vous avez lu des histoires de Deadpool de Rob Liefeld, mais vous retirez toute la partie humour, vous avez ce Snake Eyes finalement, qui est très sérieux, qui se prend peut-être un petit peu trop au sérieux par rapport aux enjeux qu'il évoque, et par rapport au mysticisme assez limité qu'il peut montrer. Qu'est-ce que... parce qu'à un moment donné, effectivement, hop, je vais vous montrer... voilà. Est-ce que ça c'est réaliste, les gars? Voilà. Ah, l'ours il fait 15 mètres. À un moment donné, voilà. Et puis on a la scène. Est-ce que Snake Eyes est digne d'avoir le marteau? Voilà. Donc il y a plein de choses. Alors, ce comics, en fait. Alors, très sincèrement, je l'aurais jamais acheté si je l'aurais jamais acheté et je ne l'aurais jamais lu si je ne l'avais pas gagné. Alors c'est l'occasion justement d'ouvrir un petit peu son esprit sur ce qui peut exister et de voir un petit peu cette licence G.I. Joe que je connais assez peu. Je connaissais le dessin animé, les jouets forcément, mais pas trop l'histoire. Et ce tome n'est absolument pas fait pour rentrer dans de l'ordre de G.I. Joe. En tout cas, à mon sens, c'est raté à ce niveau-là. Il n'y a pas... tiens, je vous remets une célèbre swap de Liefeld, avec le X-Force. Hein. Toujours... En fait, c'est bien, c'est qu'il prend toujours les mêmes poses pour tout ça. Je vous montre encore quelques planches. Alors graphiquement, comme vous pouvez voir, c'est pas moche. Il y a des problèmes d'anatomie qu'on connaît de leur Liefeld. Mais il y a le dynamisme, peut-être un peu moins. Je trouve qu'il y a eu mieux. Mais ça se laisse lire. Je vais pas passer un moment désagréable. Mais le scénario, en plus de tenir sur un demi-ticket de métro, rate vraiment des occasions de faire mieux. Donc c'est dommage. C'est une déception parce qu'au final, ce personnage qui, semble-t-il, est populaire, aurait mérité mieux. Un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao.